Bonsoir, bienvenue dans le journal de TV78. C'est l'essentiel de l'actualité locale. Voici les titres de ce mardi 22 septembre. La France audacieuse, le nom de ce rassemblement fondé en 2017 par Christian Estrosi. Aujourd'hui à Saint-Germain-en-Laye, le maire Les Républicains de Nice a acté la transformation de son courant en mouvement politique. L'objectif, faire entendre la voix des territoires et peser dans le débat public. Depuis hier, les Yvelines comptent 2 centres de dépistage au Covid-19 déployés par l'Agence régionale de santé. Ces sites ont pour objectif de désengorger les laboratoires saturés en Ile-de-France. Un reportage à Trappes où l'ambition est de réaliser jusqu'à 500 tests par jour. Et puis de la musique pour adoucir ces temps difficiles. Les All Factory Festival revenait pour une 2e édition à l'île Aumône de Mantes-la-Jolie. 3 jours de concert au son notamment des Caraïbes avec la présence de Jacob Desvarieux, cofondateur du groupe Cassave. C'était ce mardi matin, depuis le pavillon Henri IV de Saint-Germain-en-Laye. Le maire de Nice, Christian Estrosi, a transformé la France audacieuse en un mouvement politique. Ce regroupement d'élus locaux avait été créé en 2017, au lendemain de la victoire d'Emmanuel Macron à la présidentielle. Le mouvement souhaite faire entendre la voix des territoires et considère que certains domaines régaliens, comme la sécurité, doivent être partagés entre le pouvoir central et les élus locaux. La France audacieuse s'appuie sur les maires des grandes villes et s'ouvre désormais aux militants. Écoutez Christian Estrosi, interrogé par Patrice Carmouze. Quel est le tremblement de terre social ou sanitaire qui vous conduit aujourd'hui à le transformer en mouvement politique ? Je crois que la crise de la Covid, et notamment dès le printemps dernier, a démontré à quel point le gouvernement était démuni et dépourvu dans des compétences qui sont pleinement les siennes et qui, aux 3/4, pourtant, ont été assumées par les collectivités locales à leur initiative, sans esprit polémique, dans un mouvement d'unité nationale, mais qui a été un révélateur. Le révélateur selon lequel, aujourd'hui, si on ne décentralise pas plus, si on ne partage pas plus de prérogatives entre le gouvernement et les collectivités, nous ne répondrons pas dans les principaux domaines où les Français ont des attentes, que ça touche à l'insécurité, que ça touche à la transition écologique, que ça touche à la cohésion sociale, que ça touche à l'emploi. Et une interview qui sera retrouvée en intégralité dans l'émission 7-8 l'hebdo, c'est ce vendredi sur TV78. C'est donc à Saint-Germain-en-Laye que cette assemblée générale de la France audacieuse se tenait aujourd'hui. Le maire de la commune, Arnaud Péricard, est l'un des porte-parole du mouvement. Son interview au micro de Patrice Carmouze, Patrick Jacques de Dixmude pour les moyens techniques. Arnaud Péricard, bonjour. Bonjour. Nous sommes dans les salons du pavillon Henri IV et c'est ici que ce matin du 22 septembre a été modifié, si je peux dire, la France audacieuse, qui était le mouvement créé par Christian Estrosi, qui regroupait beaucoup de maires de villes importantes comme Toulouse, comme Reims, comme Saint-Germain-en-Laye, en mouvement politique. Qu'est-ce que ça change de devenir un mouvement politique ? Quand on a créé la France audacieuse, il y a déjà quelques années, on a eu beaucoup de demandes de citoyens qui avaient envie de s'engager, des chefs d'entreprise, certaines ont d'ailleurs témoigné ce matin. On s'est dit que c'était un petit peu dommage de conserver cette approche-là qu'aux seuls élus et qu'il fallait l'ouvrir à celles et ceux qui avaient envie aussi de porter la voix des territoires. Alors c'est ce qu'on a fait, on est un mouvement. Un mouvement, c'est quelque chose de beaucoup plus large qu'un parti politique. Moi, je ne critique pas les partis politiques, je ne fais partie d'aucun parti politique. Les partis ont leur utilité, les partis font partie de l'ADN démocratique de notre pays, mais pour autant, je crois que certains d'entre nous se sentent libres ou pas d'adhérer à une formation politique, ils trouvent peut-être ce pourquoi ils ont voulu adhérer. Moi, ce n'était pas mon cas, et dans la France audacieuse, on a des hommes et des femmes élus, maintenant des citoyens engagés, très certainement, qui peut-être ne retrouvent plus dans les formations politiques traditionnelles ce qu'ils avaient l'habitude d'y retrouver et ont envie de participer différemment. Alors on voit d'ailleurs que les partis politiques sont en crise, pour la plupart d'entre eux, que ce soit à droite, que ce soit le LREM. Est-ce que justement cette France des territoires que vous représentez, c'est une alternative à l'engagement politique ? Non, je ne sais pas si c'est une alternative. La France des territoires, c'est la France du bon sens. Voilà, parce que le territoire, c'est avant tout le bon sens, c'est la France des solutions qui sont testées à l'épreuve du terrain. Voilà, il n'y a rien de mieux pour tester ou pour éprouver une solution que le terrain, que de l'expérimenter, et c'est ce que l'on fait. Donc l'ambition de la France audacieuse, c'est avant tout de proposer des solutions de terrain et d'associer des hommes et des femmes qui sont dans leur démarche, et on l'a vu aux dernières élections municipales, on fait preuve et on fait acte de rassemblement. Voilà. Et quand
quand on est rassemblé, on est plus fort, et quelle que soit sa couleur politique, et quelles que soient ses opinions. Si on se retrouve sur un tronc commun, moi je l'ai souvent dit quand j'ai mené mon projet municipal au mois de mars dernier, je me contrefous de l'étiquette politique des élus ou des hommes et des femmes qui m'accompagnent. Ce que je voulais, c'est qu'ils croient en Saint-Germain et qu'ils croient et qu'ils portent et qu'ils défendent les projets que nous avons défendus. C'est la même chose sur la France et la Suez. On a une colonne vertébrale en commun, faire bouger nos territoires, et puis on est audacieux. C'est quoi l'audace? L'audace, c'est pas prendre des risques insensés, c'est au contraire de faire bouger nos territoires. Voilà, c'est d'investir, c'est de pouvoir mobiliser l'emploi, c'est de pouvoir assurer et protéger nos concitoyens. Et justement, cette France des territoires, est-ce qu'elle signifie aussi que la France est encore un peu trop centralisée, trop étatique, que trop de choses se décident à Paris? Il n'y a plus à faire la preuve ou la démonstration du jacobinisme à la française. Je crois que les mois derniers démontrent, à longueur d'exemples quotidiens, que ce jacobinisme, on en crève dans ce pays. Alors je pense qu'il y a toutefois une prise de conscience. Il y a une prise de conscience que les villes et les territoires étaient désormais des acteurs de santé publique. Et ça, c'était nouveau. La crise du Covid. Exactement. La crise sanitaire de la Covid a démontré qu'on était des organisateurs, on était des logisticiens sur notre terrain. Là où certains d'entre nous, ou certains d'entre les citoyens pensaient que l'État allait tout faire, on s'est vite rendu compte qu'il fallait ne reposer quelque part que sur nos qualités, nos compétences, nos bonnes volontés pour pouvoir justement gérer cette crise sanitaire. Donc cette crise du jacobinisme à la française, on est en plein dedans parce que l'État n'a plus les moyens. L'État doit se recentrer sur ses moyens, l'État n'a plus les moyens de tout faire. Et je crois que la solution, c'est les territoires, c'est pas le problème. C'est les territoires en collaboration avec l'État. Et d'ailleurs, Christian Estrosi le dit, il y a une égalité au fond entre l'exécutif et puis les pouvoirs locaux. Alors, il y a une question quand même politique. Le maire de Nice, qui est président de la France audacieuse, Christian Estrosi, a pris parti personnellement pour la candidature d'Emmanuel Macron. Est-ce que certains ne vont pas soupçonner ce mouvement de la France audacieuse d'être un sous-marin pro-Macron pour les élections présidentielles? Il ne l'a jamais été. Voilà. La particularité de la France audacieuse, c'est la liberté de ton, la liberté d'esprit et la liberté de penser. Nous sommes des hommes et des femmes libres, et comme le disait Christian Estrosi tout à l'heure, nous n'avons qu'un seul patron, ce sont nos électeurs à qui nous devons tout et absolument tout, et à qui nous sommes redevables de la confiance qu'ils ont envers nous. Donc non, Christian a dit ce qu'il a dit, il le pense, on est un certain nombre à le penser, moi je le pense également, je l'ai toujours dit, je l'assume, mais pour autant, je crois qu'il est trop prématuré pour parler d'une élection présidentielle dont les Français se contrefichent. Honnêtement, aujourd'hui, l'enjeu, c'est pas les présidentielles, l'enjeu, c'est comment on gère de cette crise, comment on en sort, comment on protège au mieux les Français, y compris dans cette crise économique et sociale dans laquelle nous sommes commencés à entrer. Donc je ne pense pas que ce soit l'enjeu. Après que Christian Estrosi prononce ce qu'il a prononcé sur Emmanuel Macron. C'est son droit. Certains, c'est son droit. Certains ont validé ses propos, d'autres ne l'ont pas validé. Écoutez, la liberté de ton, c'est, je crois, que ce qui fait aussi la force de ce qui nous rassemble. La liberté, c'est le mot d'ordre. C'est bien Exactement. de la France audacieuse. Un dernier mot sur Saint-Germain-en-Laye, parce que c'est pas la première fois que vous accueillez la France audacieuse. C'est un peu la capitale de la France audacieuse, Saint-Germain-en-Laye, avec Nice. Il y a une proximité géographique. On est en région parisienne, et c'est vrai qu'on a beaucoup de collègues, d'amis, d'élus qui vont à Paris en semaine pour avoir des rendez-vous avec les administrations centrales, là aussi. Et donc, c'est bien plus commode pour tout le monde de se retrouver. Moi, j'ai beaucoup de plaisir à faire découvrir ma ville. Et depuis hier, tous les collègues maires qui sont venus ne cessent de me dire que cette ville est magnifique. Donc, moi, voilà. Et donc, j'ai beaucoup de chance aujourd'hui d'en assumer cette direction et d'en être le maire. Donc, moi, je suis très heureux d'accueillir tout le monde et de faire connaître ma ville. Merci infiniment, Arnaud Merci, Péricard. Patrice. Toujours dans l'actualité politique, la démission d'Aurore Bergé, la députée des Yvelines, laisse son poste de porte-parole de La République En Marche. Elle l'a fait savoir lors du bureau exécutif du parti hier lundi. La parlementaire a indiqué cependant ce matin à nos confrères de 7-8 Actu qu'elle ne quittait pas pour autant le mouvement présidentiel. Aurore Bergé était candidate pour la présidence du groupe des marcheurs à l'Assemblée la semaine dernière. Ex-UMP, elle a rejoint La République En Marche en 2017. À Magnanville, on l'a appris hier soir, l'élection municipale a été invalidée par le tribunal administratif de Versailles. Le maire d'Hiver Gauche, Michel Lebouc, avait été réélu avec 50,9% des suffrages le 15 mars dernier, soit 35 voix de plus que son adversaire Nicolas Laroche. L'un de ses colistiers avait alors déposé un recours pour dénoncer une vidéo à caractère promotionnel diffusée lors de la cérémonie des vœux en début d'année. Une vidéo qui est restée accessible durant la campagne. Michel Lebouc va faire appel de cette décision.
Les Yvelines, toujours en zone de circulation active du coronavirus, 2 décès supplémentaires ont été enregistrés à l'hôpital. Dans le même temps, se faire tester est devenu très difficile avec des laboratoires saturés et une attente qui peut grimper parfois jusqu'à une semaine pour avoir les résultats. C'est dans ce contexte que l'Agence régionale de santé ouvre progressivement 20 centres de dépistage dédiés en Ile-de-France. Et en plus de Mantes-la-Jolie, l'un de ces sites est implanté à Trappes. Le reportage sur place de Célia Gatsongo et Mélanie Poquet. Quelques minutes d'attente avant d'être testé. Depuis lundi 21 septembre, Trappes accueille un centre de dépistage et de diagnostic Covid. D'ici 3 semaines, le laboratoire espère réaliser 500 tests quotidiens. L'espoir qu'on a tous, et c'est à la volonté de l'ARS, qui est vraiment de faciliter l'accès au prélèvement dans des délais courts pour les personnes prioritaires. Les personnes prioritaires, c'est vraiment celles qui seraient susceptibles de propager l'épidémie parce qu'elles sont positives et parce qu'elles sont en contact avec des gens. 5 opérateurs de saisie et 3 infirmières permettent un rendu de résultats sous 24 heures. Le centre est ouvert 6 jours sur 7. Il est accessible sur prescription médicale ou pour les personnes contactées par l'ARS ou la sécurité sociale. On a détecté hier qu'il y a des signes de Covid, mais en fait c'est une rhinopharyngite comme tous les ans. Donc par précaution, comme il est asthmatique, donc on préfère faire le test du Covid en fait. Je fais des permanences et on a les résultats assez rapidement, donc moi ça m'intéresse pour retourner en cours le plus vite possible. J'ai des symptômes, j'ai eu de la fièvre. Voilà, donc du coup, juste par mesure de précaution, je suis venu faire le test. Un deuxième centre est installé à Mantes-la-Jolie. D'ici 15 jours, ce sont 20 sites qui testeront sur toute la région francilienne. Pour la semaine du 7 au 13 septembre, un peu plus de 6% des personnes testées ont été déclarées positives. Le département est classé en zone active de circulation du virus. Direction le Port-Marly à présent avec ce procédé innovant et écologique. Une péniche installée sur la Seine est équipée d'un système de traitement des eaux usées expérimental. L'objectif, c'est d'améliorer la qualité de l'eau en vue des JO de 2024. Les précisions de Mickaël Elmidoro. Depuis quelques semaines, une plateforme écologique a été installée à côté de cette péniche au Port-Marly. Ce système est basé sur la phytoépuration. Il traite les eaux usées de ce bateau qui sont déversées via des tuyaux avec ce jardin flottant. En fait, il y a une bascule d'une semaine sur l'autre, c'est-à-dire que pendant une semaine, le jardin est arrosé d'un côté et pendant l'autre semaine, le jardin est arrosé de l'autre côté. L'eau traverse la filtration à sable et au fond, c'est un système pyramidal. Au fond, on a une pompe qui va réarroser le jardin et l'ensemble des 2 jardins d'ailleurs, mais doucement, et renvoyer une partie de ces eaux dans les filtres UV. Une fois dans les filtres UV, l'eau est une nouvelle fois traitée pour être propre puis rejetée dans la Seine. Ce jardin d'assainissement peut être utilisé par une famille de 4 à 5 personnes. La ville est pilote sur le projet. Il est innovant dans le sens où la phytoépuration, ça existe depuis très longtemps. Il est innovant uniquement sur le fait qu'il soit sur une barque et qu'il soit à couple, c'est-à-dire pour traiter des bateaux logements. À terme, si les tests sont concluants, ce dispositif pourrait être généralisé sur le secteur. Il n'est pas encore commercialisé pour l'instant, mais le prix de cette plateforme avoisine les 15 000 €. Et puisqu'on parle environnement, cette opération de ramassage des déchets organisée par le département des Yvelines hier lundi, elle se déroulait au parc du Peuple de l'Herbe, un espace naturel sensible localisé à Carrières-sous-Poissy. Ce site de 170 hectares était une ancienne décharge transformée par la collectivité. Cette action, dans le cadre de la Semaine européenne du développement durable, a été menée par les collaborateurs du conseil départemental avec ceux de Carrières-sous-Poissy, partenaires de cette opération. Les propos recueillis par Patrick Jacques de Dixmude. C'est pas quelque chose d'important, c'est quelque chose d'essentiel. Parce que l'essence du département des Yvelines, c'est la beauté de ces espaces ruraux en particulier, de ces espaces verts, de ces espaces sylvestres, de ces espaces agricoles, de ces espaces urbains aussi. Et donc le département est très engagé dans la préservation et dans l'amélioration de ces espaces. Il était normal, et moi je m'en félicite, que nous ayons pu, avec le département, mobiliser nos agents publics qui ainsi portent une valeur de responsabilité sociétale à l'occasion de la Semaine européenne du développement durable, dans le cadre du World Clean-up Day également, d'apporter un engagement citoyen encore plus fort en procédant à une opération de nettoyage. C'est important, on veut avoir une ville propre, agréable, pour aller se promener. Il y a quand même beaucoup d'enfants qui se baladent, tout ça, beaucoup de personnes, donc c'est agréable d'avoir un endroit propre.
Samedi, c'était d'ailleurs le World Cleanup Day à Voisins-le-Bretonneux. L'événement venait clôturer une semaine du climat. Des habitants se sont réunis pour nettoyer les rues de la commune. Près de 250 kilos de déchets ont été ainsi ramassés. Éléonore Sinoquier et Marie Panetra. Le World Cleanup Day s'invite à Voisins-le-Bretonneux. Cette opération citoyenne a réuni 70 habitants. Mégots, canettes, bouteilles, paquets de cigarettes ou encore papier, tout a été ramassé et jeté à la poubelle. Je pense que garder la ville propre, c'est quelque chose qui doit rentrer dans l'ADN de chaque Vicinois. Et s'il faut passer par des opérations coup de poing comme celle-ci, eh bien, nous allons le faire. Mais l'objectif est que vraiment tout le monde se prenne en main et nettoie au jour le jour. Les participants, petits et grands, ont pris la mesure des déchets dans leur ville grâce à cet événement. J'ai ramassé les déchets de mon quartier. Comme ça, la ville, elle est propre et ça me fait plaisir surtout. On a été étonnés à la fois du nombre de mégots qui traînaient partout. Ça, c'était vraiment une calamité. À la fin du ramassage, près de 250 kilos de déchets ont été récoltés. Ces opérations étaient organisées également à Montigny-le-Bretonneux, Maurepas, Villepreux ou encore Plaisir. Et puis, c'était l'un des grands rendez-vous culturels de la rentrée. Les Olfactory Festival revenait pour une deuxième édition à l'Île-aux-Mônes de Mantes-la-Jolie. 3 jours de concerts avec une programmation éclectique qui se déroulait du vendredi 18 septembre au dimanche 20 septembre. Regardez ce sujet. La musique a résonné pendant 3 jours sur l'Île-aux-Mônes à Mantes-la-Jolie. Les Olfactory Festival revenaient pour une deuxième édition. Un premier rendez-vous festif pour beaucoup après le confinement et en pleine crise sanitaire. C'est vrai que ça fait du bien de retrouver un peu de monde, un peu de musique après ces temps qui étaient un peu difficiles. C'est vraiment un plaisir. C'est assez rassurant, on voit que tout le monde respecte le port du masque. Le site est très agréable, on a écouté un très bon concert. On est vraiment ravis d'être sur cette île. Un événement qui a dû s'adapter au contexte épidémique, masque obligatoire à l'intérieur du village, spectateurs assis et jauge d'entrée limitée. Les organisateurs ont dû faire face également à des déprogrammations, mais le festival a pu bien se tenir. Un grand bonheur pour les organisateurs parce qu'on a beaucoup travaillé, pour le public parce qu'il est en manque de manifestations culturelles, et puis pour les artistes et interprètes parce qu'ils n'ont quasiment pas eu l'occasion et la possibilité de se produire depuis des mois et encore moins devant un public. Une programmation éclectique avec à l'honneur les instruments à vent, dont le Mantois est un territoire référence pour leur fabrication. Ce samedi soir, les festivaliers avaient rendez-vous avec la musique des Antilles de Jacob Desvarieux. Le cofondateur de Cassav se produisait avec ses amis, dont Mario Canonge au piano, une première scène pour lui depuis son confinement en Guadeloupe. Pendant près de 6 mois, on jouait pour notre téléphone, on se filmait en train de jouer ou des choses comme ça, quoi. C'est mieux quand il y a des gens. Ça aussi c'est compliqué, c'est de jouer, de voir qu'il y a peu de gens, alors qu'ils ne sont pas venus, on ne sait pas pour quelle raison, quoi. Enfin, ceux qui sont venus, en tout cas, ils étaient décidés, ils étaient motivés. Le festival Olfactory a accueilli 2700 personnes pour cette deuxième édition. Le rendez-vous devrait revenir une nouvelle fois l'année prochaine à Mantes-la-Jolie. Voilà pour cet événement passé. Et pour connaître les prochains dans les Yvelines, je vous invite dans quelques minutes à retrouver le 7-8 Culture. C'est à partir de 18h30 sur TV78, une émission présentée par Justine Brasier. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité et rendez-vous dès demain pour une nouvelle édition. Belle soirée sur TV78.